Bonjour à tous. D'une part, je suis très honoré d'animer ce panel. Donc, le thème de notre table ronde, ça va être en fait de discuter de la digitalisation de la relation entre les asset managers et les asset owners. Alors, je vais faire une rapide introduction avant de présenter mes panélistes, mais quand on parle en fait de cette relation asset manager, asset owner, c'est intéressant de la regarder au travers de peut-être 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'entrée en relation. Et à ce stade, en fait, ce qui compte pour des asset managers, c'est de démontrer un certain track record. Mais de l'autre côté, en fait, les asset owners, ils vont vouloir en fait tester, vérifier en fait l'impact des propositions qui sont faites sur leur structure d'investissement. Le deuxième stade, c'est l'onboarding. Alors, vous le savez tous, c'est souvent en fait une étape un peu complexe, coûteuse, avec beaucoup de processus opérationnels. Et puis, on a un troisième stade qui est en fait plutôt le pilotage de cette relation. Et ça demande de plus en plus de transparisation dans les propositions d'investissement qui sont faites et des besoins d'analytics de plus en plus complexes parce que, notamment, il faut intégrer maintenant, par exemple, tout ce qui est autour de la finance durable. Alors, la digitalisation, elle a joué un rôle majeur. En fait, elle a complètement transformé le paysage concurrentiel autour de cette relation, et elle a donné en fait l'opportunité à des fintechs comme celles qu'on a aujourd'hui autour de nous, de proposer des nouveaux produits, des nouvelles approches qui permettent justement de faire évoluer et de changer la donne en fait de cette relation. Alors, tout le monde y a trouvé son compte, les asset managers, les asset owners, des asset serviceurs comme BNP Paribas aussi, puisqu'en fait on a pu en fait en tirer des gains de temps, de la souplesse, une réduction significative de nos risques opérationnels. Et surtout, en fait, la technologie en fait aide de plus en plus via des plateformes à pouvoir enrichir en fait l'offre de services. Alors, quelle redistribution des rôles va se dessiner entre les différentes parties prenantes? Quels nouveaux modèles émergent ou vont pouvoir émerger? Et quels sont les risques, en fait? C'est de tout cela que nous allons, en fait, maintenant discuter. Alors, je vais commencer par introduire Adina. Je crois qu'Adina, il y a beaucoup de monde qui vous connaît, mais un petit mot quand même sur vous. Donc, vous êtes actuaire de formation avec une forte expertise développée en fait dans l'allocation d'actifs, tour à tour trader, gérant d'actifs, chercheur. Vous avez fondé Active Asset Allocation il y a 11 ans. Et donc, vous utilisez en fait la technologie pour mettre au service des institutions en modèle B2B ou B2B2C des algorithmes et une plateforme d'investissement. Ensuite, on a Pascal Viéville. Donc, Pascal, entrepreneur depuis presque 15 ans, si je ne me trompe pas. Donc, avec à son actif déjà des plateformes telles que Cholet Dupont Partner, Finaveo, et donc plus récemment en 2012, Upsideo. Et pareil, vous avez donc une carrière depuis 1995 dans l'asset management et la banque. Ensuite, Boris. Donc Boris, après 13 ans en qualité en fait d'analyste financier chez DNCA et Natixis, vous avez décidé en fait de passer côté entrepreneurial. Donc en vous disant que ce que vous aviez fait comme travail en tant qu'analyste, il fallait le mettre au profit des autres. Donc en créant en fait une plateforme Equity Insight qui propose aux analystes et aux gérants donc des modèles financiers prêts à l'emploi. Serge Bonin. Donc Serge est le cofondateur d'Adventa. Adventa, qui est une société spécialisée dans les solutions de traitement automatique du langage, et notamment avec des solutions très intéressantes d'interprétation en fait de chiffres pour le mettre en texte, voilà, de données, pour en faire des raisonnements proches de l'expert humain, donc très avancés. Et puis Yann Scharer. Yann Scharer est le CEO d'Airfund, plateforme de distribution de fonds pour les marchés privés. Cofondateur de One Wealth Place, c'est une start-up qui a donc incubé Airfund, et aussi il a passé 20 ans de sa carrière auparavant en banque privée, en gestion d'actifs et en banque d'investissement. Voilà, donc je pense que là on a les bons interlocuteurs pour parler en fait de notre sujet autour de la relation en fait entre les AO et les AM et la digitalisation. Et on va commencer tout de suite en fait avec la première question. Donc les dernières années on a vu l'accélération de cette digitalisation de la relation. Et vous êtes tous, à un moment donné, un facilitateur de ce processus. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la perception que vous avez de la situation actuelle? Qu'est-ce qui a bien marché? Où est-ce qu'on a suffisamment progressé? Quels sont les domaines où on n'a pas encore atteint la maturité attendue? On va commencer par Boris. Merci. Clairement, la digitalisation est un axe là-dessus, on s'accorde tous à dire, de développement majeur pour le secteur de la gestion d'actifs sur la prochaine décennie.
Moi, j'irais un petit peu plus loin. Je pense que même pour certains compartiments de la gestion d'actifs, comme la gestion active, dans le compartiment action dont je viens, je pense même que c'est une condition de survie pour défendre des parts de marché face au développement très, très puissant de la gestion passive. Sans investissement digital plus conséquent chez les acteurs plus traditionnels de la gestion active, ils ne pourront pas défendre leurs marges, comme c'est déjà aujourd'hui un secteur qui est largement attaqué sur ce plan-là. Moi, je vais prendre un exemple. Donc, j'ai été analyste 13 ans en tout, en sell-side et en buy-side. Lorsque j'étais en buy-side, on recevait régulièrement des patrons de groupes du CAC 40 à qui on posait toute une batterie de questions sur leur stratégie. Et parmi celles-ci, au cours des dernières années, de façon récurrente, il y avait la question de qu'est-ce que vous faites sur le digital. Donc évidemment, ils avaient toujours une réponse à nous donner. Et puis après, on retournait à nos bureaux. On prenait nos spreadsheets Excel et puis avec nos petits doigts, on rentrait dans nos modèles des chiffres, on ajustait des formules. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le métier est resté extrêmement artisanal. Quand on travaille sur Excel, on a beaucoup de modularité. Par contre, on y a un risque d'erreur. C'est quelque chose de très chronophage, c'est quelque chose qui n'est pas homogène. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est dingue, on juge des groupes du CAC 40 à l'aune de la digitalisation, et puis nous, on n'a pas fait notre autocritique. Donc voilà, moi, c'est le premier point qui me vient à l'esprit quand on parle de pans encore non digitalisés dans la gestion. Ok. On va passer ensuite à Yann. Bonjour à tous, merci Rémi pour l'introduction et pour rebondir sur ce qu'a dit Boris, effectivement. Alors déjà, moi je voudrais revenir sur la définition d'asset owner. Souvent on pense aux clients institutionnels, on oublie qu'il y a quand même de plus en plus d'asset owners qui sont des clients des particuliers. Pour beaucoup de raisons, Muriel Faure a cité la loi Pacte, il y en a d'autres qui font que les clients particuliers représentent une partie de plus importante des investisseurs, soit en direct, soit à travers des contrats d'assurance vie. Et il y a une deuxième tendance, nous, qui nous intéresse particulièrement, sur laquelle on se concentre, c'est le fait que maintenant les clients particuliers souhaitent de plus en plus investir dans le non-coté, donc ce qu'on appelle les marchés privés, que ce soit des fonds de capital investissement, de l'immobilier non-coté ou des fonds d'infrastructure. Et là aussi, ces tendances à long terme sont liées à plusieurs facteurs. Et là, en l'occurrence, on est sur un marché qui est absolument pas digitalisé. Pourquoi ? Parce que historiquement, les fonds de capital investissement ont eu comme principal client des clients institutionnels, donc avec des très gros tickets d'investissement. Et donc finalement, la digitalisation était assez peu nécessaire, voire absolument pas demandée. Il y avait évidemment des besoins de reporting, mais on pouvait gérer de façon artisanale ses clients sur des montants importants. Et là, il y a un vrai changement de paradigme, puisqu'on arrive à un stade où tous les fonds, maintenant quasiment de capital investissement, aimeraient distribuer leurs produits à de la clientèle de particuliers. Et donc là, il faut qu'on passe à l'échelle. Et c'est là où des startups comme nous ou d'autres peuvent intervenir pour aider au passage à l'échelle sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'on parle des asset managers, on parle des asset owners. Quand on parle de distribution de fonds, il faut intégrer aussi les distributeurs, qui sont un acteur important de la chaîne, avec différents types de distributeurs, des banques privées, des compagnies d'assurance, des conseillers en gestion de patrimoine. Donc ça fait beaucoup de cas d'usage différents à traiter. Et puis il faut traiter aussi les dépositaires et les asset serviceurs, parce que ce sont vraiment un point clé dans la chaîne de valeur. Donc quand on regarde toute cette chaîne de valeur sur les marchés privés, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire pour réussir à passer à l'échelle, à automatiser, à simplifier, on y reviendra après. Et là, je dirais que c'est quasiment une feuille blanche devant nous. Il y a déjà plusieurs initiatives qui ont démarré, mais il reste encore tout à faire sur cette partie. Merci. Adina, je vous laisse continuer. Bonjour tout le monde. Alors, là, je suis déjà la troisième, j'ai oublié la question. Je vais vous la redonner. Non, c'était une blague. Donc, merci beaucoup. Alors, effectivement, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneuse, donc dans la finance. Et c'est vrai que j'ai démarré avec une idée, c'était de faire des algorithmes d'investissement pour des institutions, en mettant au cœur des algorithmes leurs problématiques, leurs objectifs. Ça semble
Ça semble assez facile, et pourtant, c'est pas facile du tout. Et effectivement, donc, j'ai fait ça pendant un moment, et en fait, j'ai été rattrapée par ce besoin de digitalisation. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens m'ont dit oui, c'est bien tes algorithmes, mais en fait, nous, on a besoin d'autre chose. Et donc, dans ce trio que mentionnait Yann, qui est que donc ce marché, il est fait en France à peu près. Il y a donc les sociétés de gestion, il y a les assureurs, beaucoup. Et puis, il y a les distributeurs. Donc, on a cette espèce de triptyque qui gère quand même beaucoup d'argent. Là. Et donc, moi, je me suis aperçue qu'il y avait des besoins à différents niveaux. Par exemple, sur le côté distribution, aujourd'hui, tout le monde a envie d'investir son argent avec justement la loi Pacte, etc. Mais les gens ont besoin de visualiser. C'est-à-dire, quand on part sur faire un projet retraite, je sais pas, même si vous êtes dans la finance, c'est pas forcément évident de savoir ce que 2% annualisé sur le capital que vous avez mis aujourd'hui, plus tout ce que vous mettez tous les mois, ce que ça va faire dans 20 ans. Je veux dire, de tête, c'est pas évident. Donc effectivement, dans la distribution, on a vu apparaître ce besoin de pouvoir illustrer de manière facile, simple, ludique, quasiment, un projet d'épargne, et puis derrière, de pouvoir, de manière très sérieuse, optimiser un portefeuille, proposer vraiment le meilleur aux clients, etc. Donc ça, c'est du côté de la distribution. Ensuite, du côté du gérant, on a parlé tout à l'heure de feuilles Excel. Vous devez tous vous dire, mais n'importe quoi, les feuilles Excel, c'est pas fait pour faire de la gestion. Moi, je suis surprise à chaque fois de voir à quel point et les encours, en fait, qui sont encore gérés avec des feuilles Excel. Et pour notre part, par exemple, on a décidé de lâcher Excel quand on est arrivé à 2 milliards d'encours conseillés, vous voyez. Aujourd'hui, on est à 22, et effectivement, c'est vrai que ça me ramène à l'autre bout. Et en fait, chemin faisant, on s'est dit, mais on ne peut plus être sur Excel, trop de risques opérationnels. Donc, on a construit un PMS, un outil de suivi de tous ces portefeuilles. Même si on n'investit pas pour de vrai, il faut quand même faire des reporting, il faut quand même suivre le tout. Et comme on a une gestion par les risques, il faut pouvoir dire, attention, on a pris trop de risques, maintenant il faut réduire, etc. Donc, on a fait un PMS, et il se trouve que c'est quelque chose dont plein de gérants ont besoin aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler des assureurs, juste 30 secondes. Et notamment, par exemple, je pense en particulier à l'assurance vie et à la retraite. Parce que là, il y a besoin de fluidifier ce parcours entre le gérant, l'assureur et le distributeur. Et là, on s'aperçoit que ces portefeuilles, donc par exemple des gestions pilotées, ces portefeuilles envoyés à l'assureur par le gérant, le sont eux aussi dans un fichier Excel attaché à un mail. Et donc, bon, c'est pas très grave, mais l'assureur en face, il reçoit 100 portefeuilles en même temps, avec plein d'erreurs dedans, hein, la somme qui fait pas 100, ou des unités de compte qui appartiennent pas à l'investissement, à l'univers. Donc, tous ces contrôles à peu près traites qui peuvent être automatisés, etc. Et envoyés non pas par mail à une personne, mais directement dans les systèmes de l'assureur. Je veux dire, voilà. Donc, c'était pas le but de la table ronde de parler d'Excel, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même encore très largement utilisé dans les métiers. Pascal ? Bonjour à tous. Alors moi, je ne parlerai pas d'Excel, je suis désolé. Non, mais je vais déjà démarrer par une question, et je vous donnerai la réponse. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de temps on passe tout à chacun sur Internet par jour ? À votre avis ? 4 heures ? Alors, c'est un peu plus que ça, c'est 5 heures. C'est 5 heures, dont plus de 2 heures sur les réseaux sociaux. Un autre nombre que je vais vous donner, ce sera le dernier. Aujourd'hui, après une étude sérieuse de l'Europe, il s'avère que la France est classée 16e sur 28 dans le digital. Donc c'est bien encore la preuve qu'on a encore des marches à gravir, et on rencontre, nous, tous les jours, des dirigeants de société, des entrepreneurs auxquels on va essayer finalement de prêcher la bonne parole pour Upsideo. Et on est assez surpris souvent des réponses où finalement ces entrepreneurs sont dans une démarche où ils se demandent vraiment ce qu'ils vont faire avec le digital. Donc on se demande même vraiment s'ils sont dans une démarche de croissance grâce au digital. Pourtant c'est un vrai effet de levier qui va permettre clairement de gagner du temps,
On verra tout à l'heure sur les différents objectifs et les avantages et la valeur ajoutée du digital. Alors, on voit depuis le début d'année dernière, finalement, alors j'allais dire grâce au Covid ou à cause du Covid, une évolution des mentalités, des directions générales qui ont envie d'avancer. Mais est-ce que c'est par opportunisme lié à, je dirais, je fais un petit peu comme ce que fait mon voisin et parce que j'ai un concurrent qui s'est mis dans le digital, j'ai envie d'y aller? Ou est-ce que c'est avec une vraie volonté finalement d'avancer et d'avoir un vrai parcours digital avec un investissement? Malheureusement, aujourd'hui, en 2022, j'ai l'impression que c'est plutôt encore une fois par envie de copier son voisin ou de combler une forme de retard. Et ça, quelle que soit la taille de la société, qu'elle soit petite ou très importante. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième, pour répondre très directement à la question de Rémi, c'est nous on voit aujourd'hui dans les parcours clients et dans le workflow client qu'on propose à l'ensemble de nos prospects et de nos clients, on voit assez souvent encore qu'il y a souvent une rupture dans la chaîne digitale. Ils vont commencer par quelque chose ou être au milieu d'un processus et on est rarement sur un processus totalement digital. Donc là, je crois qu'il y a un vrai gap à franchir pour avancer et faire qu'il y ait un processus digital complet et qu'il n'y ait pas de cassure dans cette chaîne digitale. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on en parlait avant le panel sous le mode de la plaisanterie, mais en fait, peut-être que la combinaison de tout ce que vous faites permettrait d'arriver justement à ce mode end-to-end de digital. Merci Rémi. Alors moi j'ai commencé à travailler au siècle dernier et depuis que je travaille tous les ans, j'entends dire l'accélération. Alors c'est un terme préhistorique pour les gens qui ont commencé après l'an 2000. On parlait d'accélération de l'informatisation et maintenant c'est l'accélération de la numérisation. Je me dis qu'aujourd'hui la diffusion du numérique doit avoir atteint la vitesse de la lumière ou peut-être plus encore. En trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que les choses s'accélèrent. Non, sérieusement. Alors ça s'accélère de mon point de vue pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on dispose aujourd'hui en quelques clics avec une carte de crédit d'une puissance de calcul colossale dans le cloud. N'importe qui peut disposer d'une puissance de calcul colossale. Ça, c'est la première chose. Pardon. Le deuxième facteur, c'est qu'on est enfin arrivé vers une standardisation en matière de technologie, de langage, et ça facilite bien les choses, ça permet une interopérabilité entre les systèmes, etc. Ça solutionne beaucoup de choses, et ça, c'est un facteur d'accélération. Le troisième, qui est très très intéressant et qui est assez récent, c'est l'appropriation par le métier. Là, je vois qu'autour de la table, il y a des gens de métier qui font des solutions digitales, numériques, pour parler français, et vous allez utiliser des langages comme Python, et vous avez appris à faire du Python, et il y a des avocats qui font du Python et développent des outils leur permettant de résoudre leurs problèmes. Donc il y a cette perméabilité maintenant entre le métier et le tech, ça c'est véritablement formidable. Alors c'est formidable pour tout le monde, pour les gens de métier qui veulent résoudre des problèmes métiers en utilisant le numérique, et pour les gens de numérique, d'aider les gens de métier à le faire. Donc j'ai jamais vu autant d'approches de co-développement, de co-innovation entre des éditeurs, des sociétés de services ou éditeurs comme nous et de grands partenaires. J'en vois ici dans la salle avec lesquels on travaille et que je salue et qui nous permettent d'avancer. Alors, il y a un frein, puisque vous parlez d'un frein, oui. Parce que je crois que dans ta question, tu dis, mais qu'est-ce qui peut limiter? Alors, ce qui peut limiter, et ce qui explique peut-être le rang de 16e sur 28 que je ne connaissais pas, mais j'en suis pas complètement surpris, c'est que pour faire tout ça, il ne faut pas seulement des gens intelligents, des problèmes à régler et une capacité à faire dans des temps très courts, à mettre en place des solutions. Il faut la matière première. Et la matière première, c'est pas on parle beaucoup du gaz et du pétrole en ce moment, c'est pas ça, mais ça a autant de valeur, c'est la donnée. Alors, c'est l'Eldorado, il y a le big data, mais je parle de la donnée exploitable, celle à partir de laquelle on va vraiment pouvoir transformer cette donnée en un service à très forte valeur ajoutée. Et là, moi, je distingue, alors, pour le cas, notre société développe des applications qui ont besoin de données, puisqu'on transforme la donnée en texte clair et compréhensible, on fait de la génération de langage naturel, donc on va traduire en appliquant un raisonnement à des données, un raisonnement qui est numérisé, à des données qui sont exploitables, et on va transformer ça en texte clair et compréhensible. On fait des analyses de risque pour un grand groupe bancaire que tu connais très bien, des analyses
de la performance d'un réseau commercial que de banques de détail qui est très connu aussi. Et pour ça, il nous faut absolument la donnée. Alors, là où on a l'activité qui se développe le plus rapidement, c'est pour les experts comptables. On a créé une solution qui analyse les données comptables des 3 millions d'entreprises qui sont clients des experts comptables. Et pourquoi ça se développe? Parce que c'est une donnée qui est standardisée, la donnée comptable. Il y a des fichiers d'écriture comptable standardisés, il y a un plan comptable, et ça permet effectivement une exploitation considérable et une numérisation rapide. Donc, pas de données, pas de chocolat, pas de bras, ou pas de bras, pas de chocolat, mais là, c'est pas de données, pas de numérisation. Et les clients qui travaillent avec nous sont ceux qui ont effectivement la donnée dans un format exploitable, et c'est ce qui permet. Donc voilà, c'est juste c'est pas le frein, mais c'est la condition pour que les choses continuent à se diffuser à la vitesse de la lumière. Pardon, excuse-moi. Non, pas de... Alors, si je retiens un peu ce que vous avez dit, donc... Alors, il y a quand même une certaine maturité de ce que je comprends en fait. On a réussi quand même à développer un certain nombre de solutions. Par contre, vous mettez en évidence quand même qu'il faut aller plus loin, il faut aller plus vite sans doute. C'est aussi pour certains acteurs peut-être dans la salle, c'est quelque part une question aussi de survie, de basculer en fait dans un monde qui va leur permettre de continuer ce développement. Le chiffre de 16e sur 28, c'est vrai, je pense qu'il est assez parlant en fait pour nous tous. Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marge de progression. Par contre, ce qui est très intéressant, et l'un d'entre vous le signalait, c'est que vous venez tous en fait d'un background métier. Donc vous avez identifié dans vos précédentes expériences des choses qui n'allaient pas si bien, et à partir de là, vous en avez pris l'idée de développer une solution et de la mettre à disposition du marché. Et c'est ce sur quoi je voudrais qu'on passe maintenant un peu de temps dans la deuxième question. Et alors, en fait, je vais essayer d'aller dans le sens un peu de la chaîne de valeur, parce qu'avec vos différentes solutions, je pense qu'on couvre en fait un large spectrum de services. Donc, je voudrais qu'on commence avec Yann donc pour comprendre un peu comment la digitalisation a permis en fait de révolutionner et de faciliter cette mise en relation entre distributeurs et promoteurs de fonds, et puis avec l'angle en plus du marché privé qui est assez spécifique, et en quoi l'expérience client a vraiment changé en fait avec vos solutions. Oui, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les marchés privés, on est sur un marché naissant, en tout cas pour la clientèle de particuliers. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si déjà certains d'entre vous ont souscrit à des produits de private equity. C'est des bulletins de souscription qui font en moyenne 30 pages avec des règlements de fonds qui font en moyenne à peu près 90 pages. Et je passe la partie CRS, FATCA, enfin bon voilà. Donc si vous voulez souscrire à ce type de produit, il faut prendre à minima une journée de RTT pour le faire. Donc ça, c'est effectivement déjà un problème. Mais je dirais qu'il y a un problème même en amont, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les distributeurs ont du mal à accéder à cette offre, parce que l'offre est assez pléthorique et assez diversifiée. Donc soit vous allez effectivement voir toutes les sociétés de gestion, soit vous allez sur une plateforme comme la nôtre pour voir les fonds qui sont en cours de commercialisation, sélectionner les fonds qui vous intéressent le plus en fonction aussi des stratégies que vous voulez proposer à vos clients. Et inversement, pour les sociétés de gestion, ça leur permet aussi de faire la promotion de leurs fonds sur la plateforme. Donc il y a vraiment cette partie initiale qui est la pré-commercialisation et la prise de connaissance. Et ensuite, il y a évidemment tout ce qui concerne le KYC et l'onboarding. Donc malheureusement, je vais vous décevoir, ça reste un peu pénible, mais grâce au digital, on arrive quand même à réduire largement le temps passé. Donc nous, on a des clients qui utilisent la plateforme, et aujourd'hui, maintenant, une souscription sur un fonds de private equity, c'est une vingtaine de minutes en tout et pour tout. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'avant, ça reste encore un petit peu long, mais il y a des contraintes réglementaires aussi qu'il faut respecter. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que sur ce type de produit, c'est pas juste j'achète le produit et puis après c'est bon. Déjà, il y a une problématique de liquidité. Donc ça veut dire qu'il faut informer régulièrement le client aussi sur le produit. Il y a une problématique souvent d'appel de fonds. Donc on appelle régulièrement des fonds pour investir progressivement. Donc ça veut dire que pour des sociétés de gestion et pour des dépositaires qui avaient l'habitude de le faire sur quelques dizaines ou centaines de souscripteurs, ils doivent le faire maintenant sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers.
Donc, il faut récupérer le cash, il faut relancer, etc. Donc, il y a vraiment des gros problématiques d'automatisation des processus autour de la gestion du cycle de vie du fonds. Et nous, comment on aborde ça? Bon, évidemment, il y a la première étape qui est la digitalisation complète de la chaîne de valeur, si possible en intégrant tous les acteurs, donc sans rupture digitale. Ça veut dire aussi d'avoir des solutions qui sont extrêmement ouvertes, qui puissent interagir avec d'autres solutions, puisque chaque société de gestion peut avoir son propre système pour gérer ses portefeuilles, chaque dépositaire va avoir son propre système, donc il faut vraiment être très ouvert. Je pense que c'est vraiment un must-have pour toutes les fintechs aujourd'hui d'être capable de communiquer. Il faut aussi travailler sur le futur, c'est-à-dire que la digitalisation c'est bien, mais c'est l'étape 1. Nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est que toutes les transactions qui transitent via notre plateforme sont enregistrées sur une blockchain. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les avantages d'avoir une tenue de registre distribuée que tout le monde connaît. Mais ça permet aussi derrière, effectivement, d'automatiser des processus, puisque quand vous allez finalement enregistrer les transactions sur une blockchain, vous allez commencer à tokeniser les fonds. Et donc là, vous allez pouvoir associer des droits et des obligations au token, et donc gérer par smart contract un certain nombre de processus. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller de plus en plus loin pour finalement faire en sorte que toutes les opérations qui sont nécessaires puissent être débouclées automatiquement. Donc ça prend un petit peu de temps. Le marché n'est pas complètement prêt non plus. Il y a eu beaucoup d'expérimentations. Muriel Faure a parlé aussi de la réglementation qui évolue, mais qui évolue plus ou moins vite. Donc il y a aussi quelques vides juridiques à combler. Mais en tout cas, nous, notre vision, c'est d'aller plus loin que la digitalisation, c'est d'aller sur la blockchain aussi, sur la tokenisation des fonds, qui sera l'étape ultime. Et pour revenir à l'expérience client, elle est facilitée, elle est largement améliorée pour la société de gestion, pour le dépositaire, pour le distributeur, mais aussi pour le client final. Ça, c'est extrêmement important, effectivement, pour le client final, le fait que ça se passe très simplement, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il ait ensuite un reporting qui lui soit envoyé très régulièrement. Donc on essaie vraiment de traiter les 4 principaux acteurs de la chaîne de valeur sur toute la partie passif du pré-trade au post-trade. Très bien, merci Yann. Donc on a parlé en fait très en amont donc de la mise en relation distributeur-promoteur. Si on va un cran plus loin avec Boris sur la modélisation et les processus d'aide à la décision. Donc là encore, il y a eu un virage assez important dans les dernières années avec les plateformes qui se sont développées, des modèles beaucoup plus agiles et interactifs. Mais comment en fait ces solutions comme Equity Insight s'inscrivent-elles dans la logique de digitalisation de la relation AOM? Alors, j'imagine que quand vous confiez votre argent à un gérant d'actifs qui investit sur des actions, vous attendez de lui qu'il soit équipé par des outils qui lui permettent d'être le meilleur possible pour vous offrir le meilleur rendement, faire les bons choix d'actions. Pour faire ça, le gérant, il utilise toute une batterie d'outils. Et parmi les outils, il a ce qu'on appelle l'analyse financière, qui est un outil aujourd'hui qui est assez mal utilisé parce qu'il est employé à énormément de tâches. Il faut savoir que le gérant va recueillir auprès d'un analyste des idées d'investissement. L'analyste va aller dans des séminaires, va rencontrer des sociétés, des émetteurs, va aller assister à des présentations de brokers et essayer de trouver des nouvelles idées d'investissement pour devancer un petit peu le marché et générer de l'alpha. Donc généralement, dans son prospectus, il explique qu'il a une certaine politique d'investissement. Moi, je travaille dans un fonds qui était plutôt value. Donc, on devait investir sur des actions qui étaient relativement décotées par rapport à leurs pairs. Et pour s'en assurer, un des éléments qu'on faisait, c'est qu'on montait des modèles sous Excel. Donc, le gérant, vous confiez l'argent au gérant, le gérant s'appuie sur les idées d'un analyste et l'analyste va s'appuyer sur Excel. On y revient. Donc, il va passer énormément de temps à monter un modèle sur Excel pour ne pas se laisser polluer par les idées de brokers, pour vraiment avoir un travail d'analyse fondamentale. Et puis, une fois qu'il aura terminé ce modèle, il va rencontrer la société, poser quelques questions qui étaient en suspens, et peaufiner ses estimations sur le futur et, in fine, extraire une valo. Ce qui va lui dire, par exemple, telle action, je prends n'importe quoi, Carrefour, LVMH, a tant de % d'upside. Donc, aujourd'hui, c'est value, on peut investir dessus.
Mais ce travail, ça représente à peu près un tiers de sa vie d'analyste. C'est-à-dire qu'on monte le modèle, ça prend beaucoup de temps, et ensuite il faut tenir à jour le modèle à chaque publication. Donc ça aussi, c'est extrêmement chronophage. Et ça se passe dans des journées où plusieurs publications arrivent en même temps. Si je prends l'exemple de ce matin, on a eu ABB qui a publié, hier soir c'était Carrefour, ce matin encore Edenred, Nestlé. Donc toute cette information est déversée par le marché de façon, moi j'appelais ça les jeudis de l'angoisse parce que tout arrive en même temps, les conf calls se chevauchent. Donc il faut saisir ces données, tirer une conclusion, assister à plusieurs conf calls en même temps et parfois même enchaîner avec des déjeuners où on va recevoir le management pour des interviews. Donc des journées finalement, vous dites, l'actif est mal employé parce qu'il fait trop de choses en même temps. 30%, c'est relativement important dans une journée comme celle-là. Et donc l'idée qui a germé lors de cette expérience, c'est de me dire, on ne fait pas bien le travail si on n'est pas bien équipé. Pour s'équiper, en fait, il faut se passer de tout ce qui est extrêmement chronophage et peu générateur de valeur ajoutée, c'est-à-dire créer un modèle et le mettre à jour pour pouvoir passer plus de temps à ce qui permet de recueillir la bonne information qui va ensuite permettre de bien orienter les paris sur le futur et d'extraire des valorisations qui sont pertinentes pour aller faire les bons choix d'investissement. Donc l'idée, c'est celle-là, c'est celle d'un outil de productivité pour que les gérants à qui vous confiez de l'argent puissent s'appuyer sur des gens en bonne santé, qui ne sont pas en burn-out et qui sont relativement éclairés parce qu'ils ont une allocation du temps qui est optimale. Très bien. Et ça va dans la préservation des talents dont on parlait un petit peu plus tôt dans l'après-midi. On est dans le ESG aussi. C'est parfait. Je voudrais qu'on passe à Adina. Donc, Adina, dans la première question, vous avez mis en évidence aussi quelques problématiques importantes en fait rencontrées par les asset owners. Donc là encore, dans la continuité de ce qu'on a vu en fait en amont de cette chaîne de valeur, en fait, comment une plateforme comme Active Asset Allocation peut aider en fait à répondre en fait à ces problématiques. Et si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, le B2B2C et les différents modèles que vous avez développés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'algorithmie, en fait, pour pouvoir mettre en place un modèle ou optimiser un portefeuille, bien sûr, on peut s'appuyer sur le passé, mais il est passé. Il reviendra pas. Et puis, on a, par exemple, quand on pense à la situation sur le marché obligataire aujourd'hui, c'est clairement pas la même d'il y a 10 ans. Donc, s'appuyer sur des données d'il y a 10 ans pour construire un portefeuille, ça n'a pas de sens. Donc, nous, par exemple, on fait des simulations prospectives sur toutes les classes d'actifs dans lesquelles souhaitent investir nos clients, qu'ils soient institutionnels ou clients privés. Et donc, à partir de là, on va pouvoir imaginer pour un portefeuille plein de futurs possibles, donc qu'il soit régi par un algorithme qui fait bouger les allocations tout le temps, ou que ce soit une allocation fixe qu'on fige pour le portefeuille pour les 10-15 ans à venir. Donc, effectivement, ce côté digital, toutes ces... En fait, comme disait Jean-Pierre Grimaud tout à l'heure, le digital, c'est pas nouveau, ça fait 40 ans qu'on y travaille. Et c'est vrai que... Ah, on m'entend pas, c'est bien. D'accord. Et donc, effectivement, on trouve de plus en plus de choses à digitaliser. Donc, typiquement, le fait de pouvoir faire des milliers de scénarios prospectifs qui sont tous corrélés les uns avec les autres et les mettre en perspective d'un investissement, ça, on ne peut le faire que parce qu'il y a la digitalisation. On ne peut le faire que parce qu'on a introduit des algorithmes d'IA qui nous permettent, par exemple, de converger vite sur une solution qui a des milliards de possibilités qu'il faut tester sur plein de points, par exemple, mensuels à 30 ans. Donc, effectivement, donc là, le digital est très, très important. Donc, il nous permet d'amener vers le client une possibilité de compréhension de concepts un peu compliqués et de les mettre au regard de sa problématique à lui. Donc encore une fois, qu'ils soient institutionnels ou client final, c'est pareil. Ensuite, c'est pas tout. Puis si on retourne un instant donc au gérant et à ses feuilles Excel, c'est évident que lorsqu'il fait le suivi de ses portefeuilles en Excel, le reporting, il va prendre un peu de temps. Et donc, on se retrouve avec, par exemple, des reportings de gestion qui sortent. Alors, peut-être que ce n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était 6 semaines après la fin du mois. C'est long, hein? Mais parce que ça veut dire que... Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des processus manuels
soit de récupération de données, soit de sélection, effectivement, soit le gérant qui n'a pas validé le texte du reporting, enfin, il peut y avoir plein de choses. Alors que lorsqu'on a ça sur une plateforme digitale, par exemple, nous on l'a fait parce qu'on est une petite équipe, par exemple, et donc on gère plus d'une 50aine de portefeuilles et on est à peine 15. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi. Et tout le monde n'est pas gérant. Donc voilà. Donc à partir de là, on a digitalisé à la fois le suivi de portefeuille, mais aussi, par exemple, le reporting. Donc maintenant, une fois qu'on fait l'allocation du portefeuille, ensuite on appuie sur le bouton et le reporting, il est fait de manière instantanée. Et pour ne pas avoir un gérant qui écrit, on a une petite intelligence artificielle qui va faire un texte qui reprend en fait les chiffres principaux de ce reporting et qui va créer un texte compréhensible à partir de là pour pouvoir publier le reporting dès que possible. Et puis si on va un cran plus loin, quand on fait par exemple de l'assurance vie, il faut sortir des EPT PRIPS. Alors c'est quelque chose d'un peu barbare, hein. C'est un fichier Excel avec une 50aine de champs qu'il faut calculer. Et donc là, c'est pareil, ça prenait 2 heures par EPT PRIPS. Vous voyez qu'avec mon équipe, il n'y avait pas moyen de sortir tous mes reportings en même temps, au bon moment, etc. Donc c'est pareil, on a digitalisé. Donc en fait, je pense que on est en train peu à peu à digitaliser tout ce qui peut l'être, à automatiser tout ce qui peut l'être. Et je pense peut-être de revenir sur une chose qui vient de mon expérience, c'est ma plateforme, j'ai dû la refaire. Pourquoi ? Parce que la première fois, j'ai voulu faire quelque chose qui était fait d'un bloc. On entrait là avec un petit CRM, avec un petit truc autour de l'onboarding client, etc. Ensuite des simulations, et puis on sortait avec la proposition. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Sauf qu'entre-temps, tout le monde s'est plus ou moins digitalisé. Donc chacun a son propre parcours, un bout de ci, un bout de ça. Donc il a fallu tout casser et tout refaire en API, de manière à se dire, chacun a des besoins différents, ils se rejoignent sur certains points de calcul, etc. Et donc, il faut être capable de venir juste apporter un savoir-faire très spécifique dans un bout de sa chaîne à lui. Et ça peut être, le bout peut être différent chez chacun. Donc, je pense que là aussi, on n'est pas les seuls à s'être trompés sur ça, et que le next step, ça va être vraiment de faire en sorte que tout soit complètement imbricable et qu'on puisse construire des magnifiques Lego avec toutes les compétences qu'on a, ne serait-ce qu'autour de cette table virtuelle. Alors, juste une petite question complémentaire, parce que vous avez mentionné la complexité, en fait, vous utilisez des scénarios. La sociabilisation, en fait, de tout ça avec vos clients, ça se passe relativement bien, parce qu'en fait, ça peut être des concepts quand même très compliqués à expliquer. Oui, et vraiment le secret, c'est de rendre les choses visuelles et intelligibles. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans le... donc, on va toujours, si on travaille avec un assureur, par exemple, pour construire un produit d'épargne, avec ses équipes, donc c'est leurs actuaires, leurs équipes d'ingénierie, on va leur expliquer exactement comment on fait les simulations, l'approche qu'on apporte, etc. Mais pour le client final, d'abord, il s'en fiche. La seule chose qui lui importe, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Donc, on va travailler sur des indicateurs très simples, par exemple, les chances de succès de son projet d'épargne. On va lui dire, en investissant là-dessus, vous avez 40% de chances d'y arriver. Et donc, comment on fait mieux ? Lui donner les petites astuces. Voilà. Très bien, merci. Donc, on va passer à Pascal. On va rentrer un peu dans les métiers de back et de middle et de back. Donc, avec Psydeo, vous avez en fait permis la digitalisation du parcours client. Et notamment, si vous pouvez nous expliquer comment vous participez à générer des gains opérationnels, souplesse, réduction de coûts. Enfin, comment ça se passe un petit peu pour vos clients aussi. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour expliquer à l'auditoire, on intervient finalement sur plusieurs canaux et plusieurs workflows. Le premier étant bien sûr un banquier ou une compagnie d'assurance ou un CGP qui a un prospect qu'il a envie de transformer en client. Il va devoir le rencontrer et lui poser un certain nombre de questions. Donc ça, c'est toute la partie onboarding client qu'on intègre dans nos solutions à chaque fois. Une fois que cet onboarding, que le conseiller
a la bonne appréhension du prospect et qu'il sait ce qu'il va lui vendre, il va finalement lui vendre un produit financier. Ça peut être un compte-titre, un contrat d'assurance vie. Tout à l'heure, on parlait de produits non cotés, ça peut être de la SCPI. Donc là également, on intervient sur cette chaîne de valeur. On intervient également après, par exemple, sur un compte-titre ou un PEA ou un contrat d'assurance vie qui doit vivre dans le temps. C'est bien d'investir à un instant T, mais ensuite, différents outils permettent de conseiller les clients sur des allocations, mais ensuite, il faut passer un ordre. Acheter un produit financier, un titre vif, un OPC, un produit structuré, peu importe. Il faut acheter ou vendre ces produits-là, client par client ou de manière globale. Et puis ensuite, une fois que le client a été découvert, une fois qu'il a souscrit un produit, une fois qu'il a acheté ou vendu ses produits financiers dans le cadre de son enveloppe fiscale, il va avoir envie d'avoir une vision un peu consolidée de ses actifs et de savoir exactement ce qu'il a dans tel et tel établissement bancaire. Et puis, la société de gestion a besoin d'avoir une vision globalisée des avoirs de ses clients et a besoin d'avoir un portail client auquel elle va donner un accès à l'ensemble de ses clients en B2C pour que chacun ait la vision de ses actifs. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une vision un petit peu de ce que Psylo peut faire dans cet environnement économique. Donc, nos techniciens qui sont tous issus du monde de la finance, et ça, c'est important puisque Rémi l'évoquait tout à l'heure sur le fait que finalement, on fait un métier quand on connaît bien. Et c'est très bien de venir finalement de ce schéma initial. C'est que nous, initialement, on a créé des plateformes financières en tant que PSI. Donc, on avait des propres besoins qu'on a finalement solutionnés en créant cette société. Mais pour répondre à votre question, Rémi, il y a plusieurs axes et plusieurs avantages à la digitalisation. Le premier, c'est un avantage opérationnel. C'est que lorsqu'on a des opérations qui sont processées, qui sont organisées avec un certain nombre de règles que le client ou le conseiller doit respecter, finalement, on va simplifier les problématiques des opérateurs back et middle office qui n'auront plus finalement qu'un contrôle visuel à faire, mais qui sera synthétisé. Ça, c'est, je pense, un des très, très gros avantages. Et finalement, ça permet de réduire... Alors, c'est peut-être pas bon pour l'emploi, mais ça permet de réduire les services back et middle office des banques ou des compagnies d'assurance. Il y a un autre avantage qui est purement économique, c'est l'avantage financier. Hein. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on met à disposition des outils de gestion conseillés. Donc, on va prendre un exemple très concret. Je suis conseiller indépendant ou je suis conseiller bancaire et j'ai envie de proposer la vente du fonds A pour acheter le fonds B à un client. Ça peut se faire assez simplement sur du papier. C'est mis en digital, mais on peut le faire en papier. Par contre, quand j'ai envie de mettre en place un portefeuille modèle qui sera peut-être fait par des robots advisors ou des solutions qui viennent de chez vous, et finalement de générer ça sur N clients, plusieurs milliers de clients, là, un outil de gestion conseillée global qui va permettre d'envoyer N mails et N SMS à ses clients finaux, et on n'aura plus qu'à attendre le retour du client. Ça, c'est une vraie avancée. Ça permet finalement de remettre au goût du jour la gestion conseillée et de générer un PNB beaucoup plus important que si on le fait en papier. Voilà. Je suis désolé, je vais devoir vous interrompre parce qu'il ne nous reste que très peu de temps et je voudrais laisser un peu de temps quand même à Serge pour... Il faut que j'accélère. Je vais très vite. Autre avantage, c'est sur l'aspect réglementaire du métier. C'est-à-dire que nos solutions intègrent finalement des alertes d'incomplétude, des alertes d'incohérence qui permettent d'avoir des documents qui sont extrêmement bien backés pour l'ensemble des services compliance ou juridiques. Voilà. Et puis peut-être dernier point qui est peut-être un peu plus ludique, mais c'est l'effet d'image, finalement, vis-à-vis, à la fois en interne, vis-à-vis des collaborateurs, mais surtout vis-à-vis des clients et des distributeurs. Voilà. Très bien, merci. Donc, quelques minutes pour Serge, juste pour qu'il nous parle un peu de l'innovation, en fait, au niveau du back-office avec les solutions qu'il a mis en place. Oui, merci. Alors, l'avantage ou le rôle qu'on peut avoir sur le business model, vraiment au sens très large, c'est qu'on libère du temps de gens intelligents. Un gérant de fonds a peut-être d'autres choses à faire que son pensum mensuel de rédiger son commentaire sur la performance de son fonds. Pourtant, c'est important que ça soit fait correctement dans un langage clair et compréhensible et que ça soit traduit en plusieurs langues parce que vos clients sont sur toute la zone
européenne. Donc on libère ce temps-là, on libère le temps d'analystes de risque de non-restitution des titres. Vous avez des Bac+5 qui, toute la journée, rédigent des analyses de risque de non-restitution des titres. Et leur rêve, c'est de conseiller les clients pour mitiger ce risque, pour réduire ce risque. Maintenant, là, ils doivent rédiger le rapport en faisant du data crunching, etc. Donc, on libère du temps de gens intelligents qui ont un potentiel de créativité, de création de services humains dans leur relation avec les clients considérable. La deuxième chose qu'on apporte, c'est qu'on peut personnaliser la relation client de manière industrielle. On a développé des applications qui rédigent des recommandations d'investissement, des recommandations d'arbitrage derrière un robot advisor, clair et compréhensible. Et pour une banque qui fait du mass affluent, elle ne peut pas faire 1 million de recommandations. Combien faudrait-il de personnes pour le faire? Elle peut le faire. Ça génère du flux dans la relation client, de la valeur, et ça augmente évidemment la performance. La performance de voilà les deux domaines concrets sur lesquels on intervient auprès de nos clients. C'est terminé, je crois. C'est pour toi là. C'est terminé. Désolé, on a un tout petit peu débordé, mais encore un grand merci à vous tous pour nous avoir expliqué tout ça. Vous restez à disposition, je crois, de l'audience si vous avez des questions ici ou à côté. Merci encore.